L'ancien guide est dans sa pauvre chambre. Pas de feu, bien qu'on soit en plein mois de décembre. Les mains au dos, baissant le front d'un air pensif, il marche à pas pesants, tel qu'un fauve captif. La chandelle des 6 qui coule sur la table projette durement cette ombre formidable sur la muraille où sont pendus des pistolets et des sabres. Le froid étourdi, les meubles laids, tout lui rappelle ici sa misère et sa chute. Mais non, il semble avoir oublié la dispute. Plus de colère, il songe et son rude profil s'adoucit quand tout bas il redit « Oh Ménil !» Et voilà, dans son cœur de vieux chien de guérite, le lointain souvenir que ce nom ressuscite. Sous la terreur, au temps des échafauds rougis, sans relâche, il était maréchal des logis. Son escadron campait aux environs de Nantes, où, Carrier, ses horreurs de loin sont surprenantes, se gorgeait, tigre affreux, de sang frais tous les jours. On arrêtait tous les suspects aux alentours. Or, un matin, Simon croit s'y trouver encore, un gredin, ceinturé d'un haillon tricolore, avec le regard fou et l'âge des mouchards, vient au chef d'escadron réclamer 2 hussards pour conduire au chef-lieu la ci-devant comtesse d'Auménil, avec consigne très expresse de la tenir de près, de la surveiller. Et Simon est requis avec un cavalier de ses amis, un très bon garçon qu'il estime. Il se rappelle bien la touchante victime, si jeune, ayant l'air moins malheureux qu'étonné, et présentant le sein à son fils nouveau-né, qui, justement, venait de réclamer sa goutte. L'ordre est formel. Tous 3 se mettent donc en route, elle marchant à pied entre les 2 chevaux. C'était en mai. Les champs couverts de blé nouveau verdoyaient. Les buissons étaient pleins de fauvettes. Là, assis devant, avec ses souliers à bouffettes, bientôt boita, très lasse, et c'était monstrueux, cette misère-là dans ce printemps joyeux. On fit halte un instant et l'on mit pied à terre. S'appuyant sur un tronc d'arbre, la pauvre mère pleurait en regardant son enfant endormi. Simon, n'y tenant plus, prit à part son ami et dit « Si nous sauvions cette jeunesse, diantre. Je sais bien, nous risquons 10 balles dans le ventre, mais c'est la guillotine à Nantes qui l'attend. Le commandant est un cœur d'or. En lui contant une escarmouche avec les Blancs ou quelque histoire semblable, j'en suis sûr, il feindra de nous croire. Ce tendron-là n'a pas trahi la nation. Va, mon vieux, ce sera ta meilleure action. D'ailleurs, je suis ton chef, cette affaire est la mienne. Je commande. Ça va, lâchons la citoyenne, fit le hussard avec son petit citoyen. On n'est pas des bourreaux après tout. Je vais bien. Quand le sous-officier vint vers la prisonnière, il lui dit rondement la chose à sa manière. Rien ne pourra jamais lui faire oublier cela. Elle prit follement sa main et la baisa. Libre, mon fils et moi, libre. Quel cri de joie. Pars vite, citoyenne, il ne faut pas qu'on voie nos adieux. Tu n'as pas d'argent? Non. As-tu faim? Oui. Je n'ai que 8 sous et ce chanteau de pain. Prends. Vous non, je prierai ton Dieu pour qu'il vous aime. Non, non? Bah, il le sait, bien sûr, l'être suprême. Crois-tu trouver un gîte? Oui, vers le clocher. Loge de bonnes gens qui pourront me cacher. Corzy. Mes chers sauveurs, bonne chance, la belle. Adieu. Les cavaliers se remettent en selle et reviennent au camp où le chef d'escadron accueille le récit, d'abord par des jurons, puis, devinant le fait qu'il faut que nul ne sache, il sourit, doucement ému, sous sa moustache. Telle est sa généreuse action de jadis, dont se souvient le vieux soldat dans son taudis, et de sa violence, à présent, il a honte. Auménil, oui, c'est bien le nom. Ce jeune comte, avec qui je me bats demain, au grand vainqueur, c'est l'enfant que j'ai vu, tétant de si bon cœur. Voilà 23 ans. Ouais, c'est à peu près son âge.
Je retrouve les traits, dans son joli visage, de celle qui marchait entre les deux hussards. Nous nous battrons demain. Ce sont là des hasards, comme Monsieur Ducret du Minil en invente. Mais j'y songe, sa mère est encore vivante. Naguère, en un journal, j'ai vu son nom cité pour je ne sais plus quelle œuvre de charité. Quel coup du sort! Ainsi cette pauvre Matine qui, sans moi, s'en allait droit à la guillotine, demain, je lui tuerai peut-être son enfant. Jamais, jamais. Je vois encore là, si devant, couvrir ma grosse main de baisers et de larmes. Ce galopin doit être une mazette aux armes, et c'est très dangereux, mes coups de vieux troupier. Mais voilà bien comment sortir de ce guépier. Ouais, Bonaparte, c'est vrai, l'ogre de Corse. Il a dit, tout enfance et noble ont les forces d'insulter bêtement notre pauvre empereur. Mais, soyons francs, j'eus tort de me mettre en fureur. L'affaire cependant ne peut finir qu'au sabre. S'expliquer? Non. L'enfant a du sang, il se cabre sous l'éperon. Quand j'ai sur lui levé la main, monté une pipe, il s'est bien tenu, le gamin. Sur la planche, en 3 mois, j'en ferai un artiste. Quel dommage qu'il ne soit pas bonapartiste. Mais ce n'est pas tout ça. Simon, le vieil animal, il faut qu'à ce jeune homme, il n'arrive aucun mal. Un prisonnier en pleurs et traînant la semelle, près de ta botte, avec son fils à la mamelle, que ton bon mouvement sauva de l'échafaud, il faut lui rendre intact son petit, il le faut. Simon, ton tour viendra de passer l'arme à gauche, et ta vie, après tout, c'est bataille et débauche. Adieu, cet empereur du ciel en qui tu crois. Allons, tu montreras tes blessures, ta croix, ta sterlite, c'est beaucoup, et quelques faits de guerre. Mais tout cela, mon vieux, pourrait ne compter guère si, de ton cœur, au feu des bivouacs culottés, il ne s'échappe pas une odeur de bonté. Aussi vrai que Marmont est un traître, je jure de renvoyer l'enfant sans une égratignure. Il dit, la chambre était glacée, il frissonna, avec un souvenir de la Bérésina, où la température était fichtre, sévère, puis elle se mit au lit en songeant. Comment faire?